Au mariage de ma petite fille, ma belle-fille m'a présenté comme le vieux qui traîne à la maison. L'assistante sociale a souri, m'a serré la main et a dit « Monsieur Blanchard, quel plaisir de vous revoir ». Puis elle s'est tournée vers Valérie et a lâché d'un ton glacial. Nous devons parler de maltraitance. Le visage de ma belle-fille est devenu blanc comme un linge. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle René Blanchard, j'ai 81 ans et jusqu'à récemment je vivais chez mon fils Nicolas à Saint-Denis. Un petit appartement HLM au 3e étage, sans ascenseur. Rien de luxueux, mais propre et silencieux. Enfin, c'était silencieux avant que Valérie, ma belle-fille, décide que ma présence la dérangeait. Tout a commencé il y a 4 ans, après mon petit accident vasculaire cérébral. Rien de dramatique, vous savez. J'ai eu des vertiges un matin en bricolant dans mon ancien appartement à Bilancourt et mon voisin m'a emmené aux urgences. Le médecin m'a expliqué que c'était un signal d'alarme, qu'il fallait faire attention. Depuis ce jour-là, je prends 6 comprimés par jour, pour le cœur, pour fluidifier le sang, pour le diabète et pour la tension. 6 petits comprimés qui me maintiennent en vie. À l'époque, Nicolas s'est inquiété. Il a insisté pour que je vende mon appartement et que je vienne vivre chez eux. « Papa, tu ne peux plus rester seul », qu'il me disait. Valérie, elle, acquiesçait en souriant. Maintenant, je comprends pourquoi elle souriait. Elle voyait déjà l'argent de la vente de mon appartement rentrer dans leur poche. Je me suis installé dans la petite chambre du fond, celle qui donnait sur la cour intérieure. 10 mètres carrés avec une fenêtre haute et un radiateur qui chauffe mal l'hiver. Mais j'ai toujours été un homme simple. 38 ans comme mécanicien chez Renault à Bilancourt. Puis 10 ans de retraite tranquille avec ma Jeannette, avant qu'elle parte rejoindre le bon Dieu. Je n'ai jamais eu besoin de grand-chose pour être heureux. Les premiers mois se sont bien passés. Je me levais à 6h30 chaque matin, comme à l'usine. Je préparais mon café en silence pour ne réveiller personne. Je prenais mes médicaments, et je passais la journée à lire Le Parisien ou à réparer les petits appareils de la maison. Le grille-pain qui ne marchait plus, la télé qui grésillait, la machine à laver qui faisait du bruit. J'ai des mains qui savent encore bricoler, même à mon âge. Le dimanche, mon petit-fils Mathieu venait déjeuner. 28 ans, infirmier à l'hôpital Avicenne, un garçon sérieux qui a toujours fait attention à son grand-père. C'est lui qui m'avait offert cette petite boîte en plastique avec 7 compartiments, un pour chaque jour de la semaine. Il la remplissait tous les dimanches avec mes médicaments, en vérifiant chaque comprimé, chaque dosage. « Grand-père, tu ne dois jamais oublier tes médicaments », qu'il me répétait. Surtout les anticoagulants, c'est vital. Mathieu comprend ces choses-là mieux que son père. Dans son travail à l'hôpital, il voit tous les jours des personnes âgées qui arrivent aux urgences parce qu'elles ont arrêté leur traitement. Il m'expliquait que mes anticoagulants, c'était comme une assurance vie. Sans eux, mon sang devient trop épais et je risque un caillot. Un caillot au cœur, au cerveau, au poumon. En quelques heures, tout peut basculer. Mais Valérie, elle, voyait les choses différemment. Au début, elle ne disait rien. Elle regardait juste ma petite boîte de médicaments sur la table de la cuisine avec une expression, dégoûtée, comme si ses comprimés étaient sales. Puis elle a commencé les remarques. « René, vous pourriez pas ranger ça dans votre chambre? Ça fait désordre sur la table. René, cette odeur de médicaments, ça se sent dans tout l'appartement. René, vous êtes sûr que vous avez besoin de tout ça? À votre âge. À votre âge. » Cette phrase revenait tout le temps. Comme si après 80 ans, on n'avait plus le droit de vouloir vivre. Comme si prendre soin de sa santé devenait un caprice de vieillard. J'ai commencé à garder ma boîte de médicaments dans ma chambre pour lui faire plaisir. Mais Valérie n'était pas satisfaite. Elle trouvait toujours quelque chose à redire. Le bruit que faisaient les comprimés quand je secouais la boîte. Le fait que j'aille la chercher 3 fois par jour. Le prix de mes médicaments, même si c'était la sécurité sociale qui payait tout. Un jour, elle a dit à Nicolas devant moi,
Ton père, il exagère avec sa maladie. Moi, ma grand-mère, elle prenait jamais autant de cochonneries et elle a vécu jusqu'à 92 ans. Nicolas n'a rien répondu. Il a juste hoché la tête en regardant ses pieds. Mon fils, que j'ai élevé pour qu'il soit un homme droit, il était devenu muet dès que sa femme parlait. Valérie avait une façon de dire « c'est mon mari qui commande ici » pour justifier toutes ses décisions. Mais dans les faits, c'était elle qui commandait et Nicolas qui obéissait. Les choses ont vraiment commencé à se gâter au printemps dernier. Valérie s'est mise en tête que ma présence dérangeait leur intimité de couple. Elle disait que je traînais trop dans le salon, que je regardais trop la télé, que je faisais du bruit avec ma toux matinale. Elle a même demandé à Nicolas de mettre un verrou sur leur chambre. « On a le droit d'être tranquille chez nous », qu'elle répétait. Un matin de mars, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Il était 5h30 et j'entendais déjà du bruit dans la cuisine. Je me suis levé pour voir ce qui se passait. Valérie était là, en peignoir, en train de faire le café. Quand elle m'a vu, elle a soupiré très fort. « René, vous pouvez pas attendre 7 heures comme tout le monde. On a le droit de boire notre café tranquille, Nicolas et moi. » J'ai regardé cette femme de 50 ans qui me parlait comme à un chien. Et pour la première fois, j'ai eu envie de lui dire ces 4 vérités. Mais je me suis contenu. J'ai murmuré « excuse-moi » et je suis retourné dans ma chambre. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus le bienvenu dans cette maison. Je n'étais plus un père, un beau-père, un grand-père. J'étais devenu un fardeau, un vieux qui traîne et qui prend de la place. Mais le pire était encore à venir. Et ça, je ne pouvais pas l'imaginer. C'était un mardi après-midi du mois de mai. Il faisait beau et j'étais parti au centre de convivialité du quartier pour ma partie de belote hebdomadaire avec les copains. On était 4 retraités qui se retrouvaient tous les mardis depuis 3 ans. Marcel, ancien postier. Gérard, ancien chauffeur de bus. Ahmed, ancien ouvrier du bâtiment. Et moi, l'ancien mécanicien. On jouait aux cartes, on buvait un café, on parlait du bon vieux temps. Ça me faisait du bien de sortir de l'appartement, de rire un peu, de me sentir encore utile quand j'aidais Ahmed à comprendre ses papiers de retraite. Ce mardi-là, j'étais d'excellente humeur. J'avais gagné 2 parties de belote et Marcel nous avait raconté des histoires de sa tournée qui nous avaient fait pleurer de rire. Vers 16 heures, je suis rentré à la maison en sifflotant. J'avais même acheté des madeleines à la boulangerie pour le goûter, en pensant que ça ferait plaisir à Nicolas quand il rentrerait du travail. Je suis monté les 3 étages jusqu'à l'appartement. J'ai ouvert la porte avec ma clé et j'ai lancé un bonsoir joyeux dans le couloir. Pas de réponse. Valérie devait être dans sa chambre à regarder ses émissions de télé-réalité. Je suis allé dans ma chambre pour poser ma veste et prendre ma boîte de médicaments. C'était l'heure de mes comprimés de 16 heures, un pour le cœur et un anticoagulant. Une routine que je respectais religieusement depuis 4 ans. J'ai ouvert ma boîte hebdomadaire et mon sang s'est glacé. Les compartiments de mardi, mercredi et jeudi étaient vides. Complètement vides. Mais pas n'importe comment vides. Quelqu'un avait soigneusement retiré certains comprimés en laissant les autres. Il ne restait que les vitamines et le médicament pour le diabète. Les anticoagulants et les comprimés pour la tension avaient disparu. J'ai regardé cette boîte mutilée pendant plusieurs secondes sans comprendre. Comment était-ce possible? J'étais parti 2 heures. Ma chambre était fermée. Personne n'avait le droit d'y entrer. Puis la réalité m'a frappé comme une gifle. Quelqu'un était entré dans ma chambre. Quelqu'un avait ouvert ma boîte de médicaments. Quelqu'un avait décidé que je n'avais pas besoin de mes anticoagulants. Et il n'y avait qu'une seule personne dans cet appartement capable de faire une chose pareille. Je suis sorti de ma chambre avec ma boîte à la main. Valérie était dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Elle fredonnait une chanson à la radio comme si de rien n'était. « Valérie », j'ai dit d'une voix que j'espérais calme. « Qu'est-ce qui est arrivé à mes médicaments ?» Elle s'est retournée vers moi avec un sourire qui m'a donné froid dans le dos. Un sourire content d'elle, satisfait. « J'ai fait le ménage dans vos cochonneries, René. Il y en avait trop. À votre âge, vous n'avez pas besoin de tout ça. »
J'ai senti mes jambes trembler. Qu'est-ce que vous avez fait de mes comprimés? Je les ai jetés à la poubelle. Ça encombrait votre boîte et cette odeur de pharmacie dans la maison, ça suffit. Ici, c'est mon mari qui commande et moi je décide ce qui entre ou sort de mon appartement. Son appartement. Elle avait dit « mon appartement », comme si j'étais un squatteur, comme si les 14 000 € que j'avais donnés à Nicolas après la vente de mon logement à Bilancourt n'avaient jamais existé. Valérie, j'ai répété en essayant de garder mon calme, ces médicaments, c'est vital pour moi. Sans mes anticoagulants, je peux faire un caillot, un AVC, une embolie. Vous comprenez ce que ça veut dire? Elle a haussé les épaules. Vous dramatisez toujours tout, René, c'est juste quelques comprimés en moins. Et puis, à votre âge, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'acharner? À votre âge. Cette phrase encore. Mais cette fois, elle était accompagnée d'autre chose, d'une lueur dans ses yeux que je n'avais jamais vue avant. Une lueur froide, calculatrice. Cette femme ne souhaitait pas seulement que je dérange moins, elle souhaitait que je parte. Définitivement. C'est à ce moment-là que Nicolas est rentré du travail. Il a vu ma boîte de médicaments dans mes mains, mon visage défait et le sourire de sa femme. Il a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a demandé. Valérie lui a expliqué sa version avec un ton désinvolte. J'ai juste fait un peu de tri dans les médicaments de ton père. Il en avait trop, ça faisait désordre. Nicolas a regardé ma boîte vide, puis sa femme, puis moi. Et au lieu de s'indigner, au lieu de défendre son père, il a dit ces mots que je n'oublierai jamais. Papa, n'exagère pas, c'est juste des médicaments. Juste des médicaments. Mon propre fils venait de cautionner le fait que sa femme jette mes médicaments vitaux à la poubelle. Mon propre fils pensait que j'exagérais en voulant rester en vie. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi. J'avais sauté la prise de mes anticoagulants de 16 heures et celle de 22 heures. Dans ma tête, j'entendais la voix de Mathieu. « Grand-père, tu ne dois jamais oublier tes médicaments. Surtout les anticoagulants, c'est vital. » Mais comment faire? Mes cartels étaient dans la poubelle de l'immeuble, mélangés aux épluchures de pommes de terre et au reste du dîner. Je n'avais pas d'ordonnance de secours. Mon médecin traitant, le docteur Moreau, ne me recevait que sur rendez-vous et son secrétariat ne rouvrait que jeudi. J'avais 81 ans et pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment vieux, vraiment fragile, vraiment seul. Le mercredi matin, Valérie a quitté l'appartement pour aller travailler sans même me dire bonjour. Nicolas aussi. Ils m'ont laissé seul avec ma boîte de médicaments mutilée et mes questions sans réponse. J'ai passé la journée à tourner en rond dans l'appartement. J'avais des vertiges légers, rien de dramatique, mais suffisamment pour me rappeler que mon corps avait besoin de ces fichus comprimés. J'ai essayé de lire le journal, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai essayé de regarder la télé, mais les images me donnaient mal au cœur. Vers 14 heures, j'ai eu une idée. Ma voisine du 3e étage, Colette Girard, était une ancienne aide-soignante. Elle avait travaillé 40 ans dans les hôpitaux de la région parisienne avant de prendre sa retraite. Si quelqu'un pouvait comprendre la gravité de ma situation, c'était bien elle. J'ai frappé à sa porte. Colette m'a ouvert avec son sourire habituel, mais son expression a changé quand elle a vu ma mine défaite. « René, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tout pâle. » Je lui ai raconté toute l'histoire. Colette m'a écouté en silence, son visage se durcissant au fur et à mesure que je parlais. Quand j'ai eu fini, elle a secoué la tête avec une expression de dégoût. « René, ce que votre belle-fille a fait, c'est de la maltraitance pure et simple. On ne jette pas les médicaments d'une personne âgée à la poubelle. Jamais. Même si on ne comprend pas, même si on trouve que ça fait trop. On demande à un médecin, à un pharmacien, à quelqu'un qui sait. » Le mot « maltraitance » m'a fait frémir. J'avais toujours associé ce terme aux coups, aux cris, aux violences visibles. Mais Colette avait raison. Ce que Valérie avait fait, c'était une forme de violence. Une violence silencieuse, mais potentiellement mortelle. Vous devez absolument récupérer vos médicaments, elle a continué.
et vous devez en parler à votre petit-fils. Mathieu comprendra, lui. Le problème, c'est que Mathieu travaillait en équipe de nuit cette semaine-là. Il ne passerait pas avant dimanche. Et dimanche, ça faisait encore 4 jours sans anticoagulant. 4 jours où mon sang s'épaississait, où le risque de caillot augmentait d'heure en heure. Ce soir-là, j'ai tenté une dernière approche avec Nicolas. Quand il est rentré du travail, je l'ai attendu dans le salon. J'ai essayé de lui expliquer calmement la situation médicale, les risques que je courais, l'importance de chaque comprimé. « Papa », il m'a coupé au milieu de mon explication. « Tu sais bien que Valérie ne l'a pas fait méchamment. Elle pensait bien faire. Et puis, si c'était si urgent que ça, tu peux aller aux urgences, non. Aller aux urgences, à 81 ans, pour récupérer des médicaments que ma belle-fille avait jetés par négligence. Passer des heures dans une salle d'attente bondée, expliquer ma situation humiliante à des médecins débordés pour qu'ils me prescrivent ce que j'avais déjà et qui pourrissait dans une poubelle. « Nicolas, » j'ai dit, « je suis ton père. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire ?» Il a baissé les yeux. « Papa, ne me mets pas dans cette situation. Valérie et moi, on fait déjà beaucoup pour toi. On te loge, on te nourrit. » On me loge, on me nourrit, comme si j'étais un animal domestique qu'on garde par charité. Cette nuit-là, j'ai compris que mon fils était perdu, que Valérie avait gagné, et que si je voulais survivre dans cette maison, il fallait que je me batte tout seul. Le jeudi matin, j'ai eu un malaise, rien de spectaculaire, mais j'étais en train de me raser dans la salle de bain quand j'ai eu un vertige violent. J'ai dû m'accrocher au lavabo pour ne pas tomber. Mon cœur battait de façon irrégulière et j'avais la bouche sèche. Valérie était déjà partie au travail. Nicolas aussi. J'étais seul, à 81 ans, avec un organisme privé de ses médicaments vitaux, dans un appartement où je n'étais plus le bienvenu. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'ai attrapé le téléphone et j'ai appelé Mathieu à l'hôpital. Mathieu a décroché à la 3e sonnerie. J'entendais le bruit de fond de l'hôpital, les bips des machines, les voix du personnel médical. Ma voix tremblait quand je lui ai dit « Mathieu, j'ai besoin de toi, c'est urgent. »« Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien ?» Comment lui expliquer que sa belle-mère avait jeté mes médicaments vitaux comme des détritus? Comment lui dire que son père trouvait ça normal? J'ai pris une grande inspiration et je lui ai raconté tout depuis le début. Il y a eu un long silence au bout du fil. Puis j'ai entendu Mathieu dire quelque chose à un collègue, probablement pour s'excuser de devoir prendre cette conversation personnelle pendant son service. « Grand-père, vous êtes en train de me dire que Valérie a jeté vos anticoagulants et vos antihypertenseurs. Mardi soir, ça fait maintenant 48 heures que je n'ai rien pris. 48 heures, sa voix est montée d'un ton. Dans son métier, Mathieu savait exactement ce que ça voulait dire. Grand-père, c'est extrêmement dangereux. Vous risquez un accident thromboembolique à tout moment. Il faut que vous veniez aux urgences immédiatement. Je ne peux pas conduire avec mes vertiges. Et comment j'explique aux médecins que ma belle-fille a jeté mes médicaments? Vous expliquez exactement ça. Grand-père, écoutez-moi bien. Ce que Valérie a fait, c'est un délit. On appelle ça de la maltraitance sur personne vulnérable. Je finis mon service dans 2 heures et j'arrive vous chercher. Maltraitance sur personne vulnérable. Les mots de Mathieu résonnaient dans ma tête. Colette avait utilisé le même terme. Moi qui avais travaillé toute ma vie, qui avais élevé mon fils, qui avais payé mes impôts pendant 60 ans, j'étais devenu une personne vulnérable. Et ma belle-fille profitait de cette vulnérabilité pour mettre ma vie en danger. Les 2 heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. J'avais des palpitations, des sueurs froides et une angoisse terrible. Et si Mathieu arrivait trop tard? Et si je faisais un malaise avant qu'il vienne me chercher? À 81 ans, on sait que chaque minute compte. Vers 17 heures, j'ai entendu la clé de Mathieu dans la serrure. Il est entré en coup de vent, encore en tenue d'infirmier, les traits tirés par l'inquiétude. Quand il m'a vu, assis dans le salon avec ma boîte de médicaments vide à côté de moi, son visage s'est durci. « Montrez-moi votre boîte, grand-père. »
Il a examiné chaque compartiment avec l'œil professionnel qu'il avait développé à l'hôpital. Il a secoué la tête en voyant les espaces vides, puis il a pris son téléphone pour photographier ma boîte mutilée. « Pourquoi vous prenez des photos ?» j'ai demandé. « Parce que c'est une preuve, grand-père. Valérie ne pourra pas nier ce qu'elle a fait. » C'est à ce moment-là que nous avons entendu la porte d'entrée claquer. Valérie rentrait du travail. Mathieu a glissé son téléphone dans sa poche et m'a fait signe de ne rien dire. Valérie est apparue dans le salon, a vu Mathieu, et son visage s'est illuminé de ce faux sourire qu'elle réservait aux occasions où elle voulait paraître sympathique. « Mathieu, quelle bonne surprise. Tu restes dîner ?»« Non merci Valérie, je viens chercher grand-père. On va aux urgences. » Le sourire de Valérie s'est figé. « Aux urgences? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Grand-père n'a pas pris ses anticoagulants depuis 48 heures. Je suppose que vous savez pourquoi. Valérie a jeté un regard noir dans ma direction, comme si c'était moi qui avais vendu la mèche. Puis elle a repris son air innocent. « Oh ça! J'ai juste fait un petit tri dans ses médicaments. Il y en avait tellement et vous savez, à son âge, il a plus besoin de ses médicaments que jamais. » Mathieu avait haussé le ton. « Valérie, vous rendez-vous compte que vous auriez pu le tuer? Allons, Mathieu, tu exagères. C'est juste quelques comprimés. » « Quelques comprimés? » Mathieu a sorti son téléphone et lui a montré les photos de ma boîte vide. « Vous avez jeté ces anticoagulants, ces antihypertenseurs, ces médicaments cardiaques. Vous appelez ça quelques comprimés? » Valérie a regardé les photos, et pour la première fois, j'ai vu de l'inquiétude dans ses yeux. Pas de la culpabilité, de l'inquiétude pour elle-même. Je pensais qu'il en prenait trop. Ça faisait désordre et cette odeur... Mathieu était incrédule. « Vous avez mis la vie de mon grand-père en danger à cause d'une odeur. » Mathieu, ne me parle pas sur ce ton. Ici, c'est mon mari qui commande, et... Non, Mathieu avait explosé. Ici, personne ne commande la vie ou la mort de qui que ce soit. Ce que vous avez fait, Valérie, c'est un délit pénal. On peut aller en prison pour ça. Le mot « prison » a fait l'effet d'une douche froide. Valérie a pâli, et j'ai vu qu'elle commençait enfin à réaliser la gravité de ses actes. « Tu ne vas quand même pas faire d'histoire pour ça? On est en famille. » Justement, Valérie, on est en famille, et dans une famille, on ne met pas la vie des grands-parents en danger. Mathieu m'a aidé à me lever et à enfiler ma veste. « Venez, grand-père, on y va. »« Où est-ce que vous allez ?» Valérie a demandé d'une voix moins assurée. « Aux urgences de l'hôpital Avicenne. Et ensuite, on verra. » Pendant le trajet en voiture, Mathieu m'a expliqué ce qui allait se passer. « Grand-père, les médecins vont vous examiner, faire des analyses de sang pour vérifier votre coagulation et vous prescrire immédiatement vos médicaments. Mais il y a autre chose. » « Quoi donc ? » « Aux urgences, il y a une assistante sociale de permanence. Je pense qu'il faut lui parler de votre situation. » « Une assistante sociale ? Mais je ne suis pas dans le besoin, Mathieu. Grand-père, vous subissez de la maltraitance. L'assistante sociale est là pour protéger les personnes dans votre situation. Elle peut vous aider à comprendre vos droits et à envisager des solutions. Des solutions. Je n'avais même pas encore réalisé qu'il pouvait y avoir des solutions. Aux urgences de l'hôpital Avicenne, Mathieu m'a fait passer devant tout le monde en expliquant la situation à ses collègues. En 15 minutes, j'étais dans un box, branché à un électrocardiogramme avec une perfusion dans le bras. Le médecin urgentiste, un homme de la quarantaine avec des lunettes, a examiné mes résultats d'analyse avec une expression sombre. « Monsieur Blanchard, votre sang est effectivement trop épais. Vous êtes en hypercoagulabilité franche. 48 heures de plus sans anticoagulant et vous faisiez très probablement un accident thromboembolique. AVC, embolie pulmonaire, infarctus, au choix. » Il a marqué une pause, puis a ajouté « Qui a eu l'idée d'arrêter vos médicaments ?» Je lui ai raconté toute l'histoire. Le médecin m'écoutait en prenant des notes et son visage se durcissait à mesure que je parlais. « Monsieur Blanchard, ce que vous décrivez, c'est de la maltraitance caractérisée. Votre belle-fille a mis votre vie en danger de façon délibérée. Je vais faire venir l'assistante sociale. » Madame Sophie Lemaire est arrivée un quart d'heure plus tard.
Une femme de 55 ans environ, aux cheveux gris, avec des yeux bienveillants mais déterminés. Elle s'est assise à côté de mon lit et m'a demandé de tout lui raconter depuis le début. Je lui ai parlé de ma situation depuis mon AVC, de mon installation chez Nicolas, des remarques de Valérie, de l'épisode des médicaments jetés, de l'indifférence de mon fils. Elle prenait des notes sans m'interrompre. « Monsieur Blanchard », elle a dit quand j'ai eu fini, « vous êtes victime de ce qu'on appelle de la maltraitance passive et de négligence grave. Votre belle-fille vous met en danger et votre fils, par sa passivité, se rend complice de cette maltraitance. Mais je n'ai nulle part où aller, j'ai murmuré. J'ai vendu mon appartement, j'ai donné l'argent à Nicolas. Combien d'argent avez-vous donné à votre fils ? 14 000 €. Le produit de la vente de mon appartement à Bilancourt. Madame le maire a noté ce montant. Et actuellement, de quoi disposez-vous financièrement ? Ma retraite. 1380 € par mois, plus l'ASPA. Et j'ai encore un petit livret A, avec quelques économies. Combien sur le livret A ? J'ai hésité. Mes économies, c'était mon secret. Même Nicolas ne connaissait pas l'existence de ce compte. Pendant 40 ans, j'avais mis de côté 500 francs par mois, puis 50 € pour les mauvais jours. Pour le jour où je deviendrais un poids mort, comme je disais. 14 000 €, j'ai fini par avouer. Les yeux de Madame le maire se sont éclairés. Monsieur Blanchard, avec 14 000 € d'économie et votre retraite, vous avez largement de quoi vivre de façon autonome. Vous n'êtes pas obligé de subir cette situation. Mais où est-ce que je pourrais aller ? Je ne peux plus vivre seul après mon AVC. Détrompez-vous. Il existe des solutions d'hébergement pour les personnes âgées autonomes, des foyers logements, des résidences-services, des appartements adaptés avec services à la personne. Avec vos revenus, vous pourriez prétendre à un petit studio dans une résidence municipale pour seniors. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une lueur d'espoir. Vraiment, vraiment. Et je vais vous dire autre chose, monsieur Blanchard. Les 14 000 € que vous avez donnés à votre fils, si vous pouvez prouver que c'était pour financer votre hébergement chez lui et que cet hébergement ne se passe pas dans de bonnes conditions, vous pourriez éventuellement les récupérer. Les récupérer, mais comment ? Avec l'aide d'un avocat spécialisé en droit des personnes âgées. Si votre fils ne remplit pas ses obligations de protection et de soins envers vous, le contrat moral est rompu. Mathieu, qui écoutait notre conversation depuis le pied du lit, est intervenu. « Madame le maire, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Plusieurs choses. D'abord, porter plainte contre Valérie pour mise en danger d'autrui. Ensuite, constituer un dossier de demande de logement en urgence pour monsieur Blanchard. Enfin, voir avec un avocat pour la récupération des fonds donnés au fils. Porter plainte contre Valérie ? J'étais effrayé par cette idée. Mais c'est la femme de mon fils. Monsieur Blanchard, cette femme a failli vous tuer. Si Mathieu n'était pas venu vous chercher, vous pourriez être mort dans 48 heures. Vous le savez, ça. Le médecin urgentiste est revenu à ce moment-là avec mes nouveaux médicaments. Monsieur Blanchard, votre coagulation se normalise. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais je vous préviens, plus jamais d'interruption de traitement. Plus jamais. Justement, docteur, a dit Madame le maire, Monsieur Blanchard ne peut pas rentrer dans un environnement où ses médicaments risquent d'être jetés à nouveau. Le médecin a regardé Madame le maire, puis moi. Vous avez une solution d'hébergement temporaire ? Pas encore, mais... Grand-père peut dormir chez moi cette nuit, a dit Mathieu. J'habite un studio, ce n'est pas grand, mais au moins, ces médicaments seront en sécurité. Cette nuit-là, allongé sur le canapé-lit de Mathieu, je n'arrivais pas à dormir. Mon petit-fils dormait à quelques mètres de moi et je l'entendais respirer calmement. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en sécurité, mais j'étais aussi en colère. Une colère froide, déterminée, que je n'avais jamais ressentie auparavant. Valérie avait voulu me tuer. Oh, elle ne l'aurait jamais avoué, même à elle-même. Elle se serait dit que c'était un accident, que c'était le destin, que, à mon âge, ça devait arriver un jour ou l'autre. Mais dans les faits, elle avait délibérément privé un homme de 81 ans de ses médicaments vitaux. Et Nicolas, mon propre fils, avait trouvé ça normal. Le lendemain matin,
Mathieu m'a réveillé avec un café et des tartines. Grand-père, j'ai réfléchi. Il faut qu'on aille récupérer vos affaires chez papa. Tu crois que c'est une bonne idée? Il faut bien que vous preniez vos vêtements, vos papiers, votre carnet de santé. Et puis, j'ai envie de parler à papa. Nous sommes arrivés chez Nicolas vers 10h du matin. Valérie était partie travailler, mais Nicolas était là. Il nous a ouvert la porte avec une mine embarrassée. « Papa, Mathieu, vous allez bien ?»« Non, papa », a répondu Mathieu d'un ton glacial. « Grand-père ne va pas bien. Il a failli mourir hier soir à cause de ta femme. »« Allons, Mathieu, tu exagères. »« J'exagère ?» Mathieu a sorti son téléphone et a montré à son père les résultats des analyses sanguines de la veille. « Tu vois ça ? C'est le taux de coagulation de grand-père hier soir. Tu sais ce que ça veut dire ?» Nicolas a regardé les chiffres sans comprendre. « Ça veut dire qu'il était à 2 doigts de faire un caillot mortel, à cause de ta femme qui a jeté ses médicaments. » Nicolas s'est assis lourdement sur le canapé. « Je ne savais pas que c'était si grave. »« Tu ne savais pas ?» Mathieu était furieux. « Papa, grand-père t'a expliqué hier soir que ses médicaments étaient vitaux. Tu lui as dit qu'il exagérait. Valérie m'avait dit que... » Valérie t'avait dit quoi? Que tu es grand-père, c'était pas grave. Mathieu, Nicolas s'était levé. Ne parle pas de ta belle-mère comme ça. Ma belle-mère. Papa, cette femme a tenté d'empoisonner ton père. Et toi, au lieu de la défendre, tu la défends elle. Il y a eu un long silence. Nicolas regardait ses pieds, incapable de soutenir le regard de son fils. « Je vais chercher mes affaires », j'ai dit calmement. Dans ma petite chambre, j'ai fait ma valise en silence. 40 ans de vie commune avec Jeannette, réduit à une valise de vêtements usés et quelques photos. Mes papiers, mon carnet de santé, mon livret de famille, ma montre que Jeannette m'avait offerte pour mes 60 ans. La médaille du travail que j'avais reçue chez Renault. Mathieu est venu m'aider. « Grand-père, vous êtes sûr que ça va ?»« Oui, mon petit. Tu sais, je me sens presque soulagé. » Soulagé ? Soulagé de partir d'ici. Ces derniers mois, je ne vivais plus. Je survivais. Maintenant, au moins, je vais pouvoir reprendre ma vie en main. Quand nous sommes ressortis de ma chambre avec ma valise, Nicolas était toujours assis sur le canapé, la tête dans les mains. « Papa, » il a dit sans lever les yeux, « où est-ce que tu vas aller ? Je ne sais pas encore, mais ne t'inquiète pas pour moi, je me débrouillerai. Papa, tu peux rester si tu veux. On peut arranger les choses avec Valérie. » Nicolas, j'ai dit doucement, « Hier soir, ta femme a failli me tuer, et toi, tu as trouvé ça normal. Comment veux-tu qu'on arrange ça ?» Nicolas a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu des larmes dans ses yeux. « Papa, je suis désolé. Je ne voulais pas. Je sais, mon fils. Mais il est trop tard pour les regrets. » Sur le pas de la porte, j'ai regardé une dernière fois cet appartement où j'avais vécu 4 ans. 4 ans à essayer de me faire petit, à ne pas déranger, à accepter l'inacceptable. C'était fini. « Mathieu, » j'ai dit en montant dans sa voiture, « tu peux me ramener chez Madame le maire. Je crois qu'il est temps de prendre des décisions. » L'assistante sociale nous a reçus dans son bureau du service social de la mairie de Saint-Denis. Elle avait préparé tout un dossier avec des brochures, des adresses, des numéros de téléphone. « Monsieur Blanchard, j'ai de bonnes nouvelles. Il y a une place qui se libère la semaine prochaine au foyer logement municipal. Un studio de 30 mètres carrés avec kitchenette et salle de bain, dans une résidence sécurisée avec infirmière de permanence. Combien ça coûte ? Avec vos revenus, 750 € par mois. Ça vous laisse plus de 600 € pour vivre. 600 € pour vivre. Et la paix. Ça me paraissait être la meilleure affaire de ma vie. Et pour mes médicaments. L'infirmière de la résidence supervise la prise des médicaments. Plus jamais personne ne pourra les jeter. Et pour l'argent que j'ai donné à Nicolas, j'ai pris contact avec Maître Dubois, un avocat spécialisé. Il peut vous recevoir demain matin. Avec les photos de votre boîte de médicaments et le témoignage médical, vous avez un dossier solide. Et la plainte contre Valérie ? Le commissariat vous attend cet après-midi. L'officier de police judiciaire connaît bien ce type d'affaires. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Et je n'avais pas encore fini.
L'après-midi même, Mathieu m'a accompagné au commissariat de Saint-Denis. L'officier de police judiciaire, un homme d'une quarantaine d'années, au regard bienveillant, nous a reçus dans son bureau. Il s'appelait commandant Roussel, et dès les premiers mots, j'ai compris qu'il connaissait parfaitement ce genre de situation. Monsieur Blanchard, la maltraitance sur personnes âgées, c'est notre quotidien malheureusement. Chaque semaine, nous recevons des plaintes similaires. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. J'ai repris toute l'histoire depuis le début. Le commandant prenait des notes, posait des questions précises, demandait des détails. Quand j'ai mentionné que Valérie avait dit « À votre âge, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'acharner ?» Il a levé les yeux de son carnet. Elle a vraiment prononcé ces mots? Textuellement. Vous avez des témoins? Nicolas était présent. Mais je doute qu'il témoigne contre sa femme. On verra. Montrez-moi les photos de votre boîte de médicaments. Mathieu a sorti son téléphone et a montré les clichés qu'il avait pris. Le commandant a examiné chaque photo attentivement. Ces photos sont datées et géolocalisées. Elles constituent une preuve formelle. Avec le témoignage médical de l'hôpital Avicenne, nous avons un dossier solide pour mise en danger de la vie d'autrui. Qu'est-ce que ça va donner? J'ai demandé. Madame Valérie Blanchard va être convoquée pour audition. Si elle reconnaît les faits, nous établirons un procès verbal et l'affaire sera transmise au procureur. Si elle nie, nous approfondirons l'enquête avec d'éventuels témoins supplémentaires. Et ensuite, ça dépendra du procureur. Mise en danger de la vie d'autrui, c'est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Mais pour une première infraction, avec des circonstances atténuantes, elle écopera probablement d'une amende avec sursis et d'une obligation de soins. Une obligation de soins. L'idée que Valérie soit obligée de suivre une thérapie pour comprendre la gravité de ses actes me satisfaisait plus qu'une condamnation pénale. Commandant, a dit Mathieu, ma belle-mère risque de recommencer avec d'autres personnes âgées. Elle travaille comme aide administrative dans une maison de retraite. Le commandant a noté cette information avec un intérêt visible. Dans ce cas, nous transmettrons également l'information à l'Agence régionale de santé. Elle pourrait être interdite de travailler auprès de personnes vulnérables. Interdite de travailler auprès de personnes vulnérables. Justice serait rendue non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les autres personnes âgées que Valérie pourrait maltraiter à l'avenir. Le lendemain matin, Maître Dubois m'a reçu dans son cabinet d'avocat boulevard Voltaire. Un homme de 60 ans, spécialisé dans le droit des personnes âgées, avec une réputation excellente selon Madame le maire. Monsieur Blanchard, votre dossier m'intéresse beaucoup. Vous avez donné 14 000 € à votre fils pour financer votre hébergement chez lui. Cet hébergement s'est avéré défaillant, puisque vous avez subi des maltraitances. Dans ce contexte, nous pouvons engager une procédure en restitution. Mais je n'ai rien signé avec Nicolas. Pas de contrat, pas de papier. Peu importe. Il y a ce qu'on appelle un contrat moral implicite. Vous avez donné cet argent en contrepartie d'un hébergement décent et de soins appropriés. Votre fils et sa femme ont manqué à leurs obligations. Vous croyez vraiment que je peux récupérer mon argent? J'en suis convaincu. Avec le témoignage médical, la plainte pénale et les preuves photographiques, nous avons tous les éléments. Je vais envoyer une mise en demeure à votre fils. S'il refuse, nous irons devant le tribunal. Et ça va coûter cher. Mes honoraires seront prélevés sur les sommes récupérées. Si nous perdons, vous ne paierez rien. Si nous gagnons, je prends 20% du montant restitué. 20% de 14 000 €, ça faisait 2 800 € d'honoraires. Mais récupérer 11 200 €, c'était déjà mieux que de ne rien récupérer du tout. D'accord, maître. Lancez la procédure. 3 jours plus tard, j'emménageais dans mon studio du foyer logement de Saint-Denis. 30 mètres carrés au 2e étage, avec vue sur un petit jardin. Une kitchenette, une salle de bain, un coin salon avec une télé et un lit médicalisé au cas où j'en aurais besoin un jour. L'infirmière de la résidence, Madame Patel, est venue se présenter le premier jour. Une femme d'origine indienne, la cinquantaine, avec une douceur naturelle et une compétence rassurante. Monsieur Blanchard,
Je vais gérer vos médicaments. Chaque matin, je passerai vous donner votre traitement du jour. Chaque soir aussi. Plus jamais d'oubli, plus jamais de problème. Plus jamais de problème. Ces mots me faisaient un bien fou. Et si j'ai un malaise, il y a un bouton d'appel d'urgence dans chaque pièce. Jour et nuit, quelqu'un répond en moins de 2 minutes. Le premier dimanche dans ma nouvelle vie, Mathieu est venu me rendre visite. Il m'a trouvé dans le salon commun de la résidence, en train de jouer aux cartes avec 3 autres locataires. Marcel, un ancien instituteur de 85 ans, Simone, une ancienne couturière de 79 ans, et Robert, un ancien chauffeur-livreur de 75 ans. Grand-père, vous avez l'air en pleine forme. C'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, je dormais bien. Je mangeais avec appétit. Je prenais mes médicaments à heure fixe sans stress. Et surtout, je me sentais respecté. Comment ça se passe avec papa? J'ai demandé. Il m'a appelé hier soir. Il voulait savoir comment vous alliez, où vous habitiez. Il a l'air bizarre. Bizarre comment? Triste, coupable peut-être. Il m'a demandé plusieurs fois si vous étiez en sécurité, si vous aviez assez d'argent, si vous aviez besoin de quelque chose. Et Valérie, elle a été convoquée au commissariat avant-hier. Ça s'est mal passé, d'après papa. Qu'est-ce qui s'est mal passé? D'abord, elle a nié. Elle a dit qu'elle n'avait jamais jeté vos médicaments. Puis quand les policiers lui ont montré les photos, elle a changé sa version. Elle a dit qu'elle avait juste fait du tri parce que vous en preniez trop. Et ensuite, quand les policiers lui ont expliqué que vous aviez failli mourir, qu'ils avaient le témoignage médical de l'hôpital, elle a craqué. Elle s'est mise à pleurer, à dire qu'elle ne voulait pas vous faire de mal, qu'elle pensait juste que vous exagériez votre maladie, qu'elle pensait que j'exagérais ma maladie. Même en pleurant devant les policiers, Valérie continuait à minimiser ses actes. Et maintenant, elle est convoquée devant le procureur le mois prochain. Papa est fou d'inquiétude. Il dit que si Valérie a un casier judiciaire, elle va perdre son travail à la maison de retraite. Perdre son travail à la maison de retraite. C'était exactement ce que je souhaitais. Une femme capable de jeter les médicaments vitaux d'une personne âgée n'avait rien à faire dans un établissement pour seniors. Papa m'a aussi dit qu'un avocat lui avait écrit, a continué Mathieu. Ah bon? Une lettre pour réclamer les 14 000 € que vous lui aviez donnés. Il ne comprend pas pourquoi vous faites ça. Et toi, tu comprends? Mathieu a réfléchi quelques secondes. Oui, grand-père, je comprends parfaitement. Vous aviez donné cet argent pour être protégé et soigné. Au lieu de ça, on a essayé de vous tuer. C'est normal que vous le récupériez. Mon petit-fils avait tout compris. Nicolas, lui, ne comprenait toujours pas. 2 semaines plus tard, Maître Dubois m'a appelé avec une excellente nouvelle. Monsieur Blanchard, votre fils accepte de restituer la somme. Il ne veut pas aller au tribunal. Il vous propose même de rajouter 1 000 € pour les désagréments, comme il dit. 15 000 € au lieu de 14. Nicolas se sentait coupable et il essayait d'acheter son pardon avec 1 000 € supplémentaires. Est-ce que vous acceptez, monsieur Blanchard? J'accepte les 14 000 € qui me reviennent de droit. Je refuse les 1 000 € supplémentaires. Pourquoi? Parce que le pardon ne s'achète pas, maître. Si mon fils veut se racheter, il peut commencer par divorcer de sa femme. Maître Dubois a ri. Très bien, monsieur Blanchard, je transmets. Avec 14 000 € récupérés et mes économies personnelles, j'avais maintenant 28 000 € sur mon compte. De quoi vivre confortablement dans ma résidence pendant des années. 1 mois plus tard, Valérie a comparu devant le tribunal correctionnel. Mathieu m'avait proposé de m'accompagner à l'audience, mais j'avais refusé. Je ne voulais plus voir cette femme. Maître Dubois s'était constitué partie civile pour moi. Le soir même, Mathieu m'a appelé pour me raconter. Grand-père, Valérie a été condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 € d'amende. Elle doit aussi vous verser 1 000 € de dommages et intérêts et suivre une thérapie obligatoire pendant 1 an. Les pour son travail, interdiction de travailler auprès de personnes vulnérables pendant 3 ans. Elle va devoir changer de métier. Justice était rendue.
Pas une justice vengeresse, mais une justice éducative. Valérie allait comprendre, grâce à sa thérapie obligatoire, la gravité de ce qu'elle avait fait. Et surtout, elle ne pourrait plus maltraiter d'autres personnes âgées pendant 3 ans. Et Nicolas, comment il a réagi? Il était effondré au tribunal. Il s'est rendu compte que sa femme avait vraiment tenté de vous tuer. Je crois qu'il réalise enfin. Il réalise quoi? Qu'il a choisi sa femme contre son père. Et que maintenant, il a perdu les deux. Car oui, Nicolas avait tout perdu. Sa femme était devenue une criminelle condamnée. Son père avait coupé les ponts. Son fils Mathieu ne lui parlait plus que par politesse. Il voudrait vous voir, grand-père. Il voudrait s'excuser. Et moi, je ne veux pas le voir. Pas maintenant. Peut-être plus tard. Peut-être jamais. On verra. 3 mois après mon emménagement dans la résidence, j'ai eu une visite surprise. Un dimanche après-midi, pendant que je regardais la télé dans ma chambre, on a frappé à ma porte. C'était Colette, ma voisine de l'ancien immeuble. « René, quel plaisir de vous revoir. Vous m'avez manqué, vous savez. » Colette était venue en bus depuis Saint-Denis pour me rendre visite. Elle m'a raconté les dernières nouvelles du quartier, les nouveaux locataires qui avaient emménagé à ma place, les petites histoires de l'immeuble. « Et Nicolas, comment il va ?»« Pas bien, René. Pas bien du tout. Il a maigri, il a l'air triste tout le temps. Valérie et lui, ça se dispute sans arrêt depuis le procès. Je crois qu'elle lui en veut de ne pas vous avoir défendu. Elle lui en veut à lui. Elle dit que c'est à cause de lui qu'elle a été condamnée. Que s'il avait mieux élevé son fils, Mathieu n'aurait jamais porté plainte. Cette femme était décidément incapable de reconnaître ses torts. Même après sa condamnation, elle trouvait encore le moyen d'accuser les autres. Et vous, René, vous êtes heureux ici? Très heureux, Colette. Pour la première fois depuis des années, je me sens chez moi. C'était la vérité. Dans ce petit studio de 30 mètres carrés, j'étais plus heureux que dans les 120 mètres carrés de l'appartement de Nicolas. Parce qu'ici, j'étais respecté. Ici, personne ne jetait mes médicaments. Ici, quand je toussais le matin, personne ne se plaignait. Ici, je pouvais regarder la télé sans qu'on me reproche de prendre trop de place. Vous savez ce qui me fait le plus plaisir, Colette? Quoi donc? C'est de pouvoir prendre mes médicaments en paix. Chaque matin, Madame Patel frappe à ma porte, entre avec le sourire, me donne mes comprimés avec un verre d'eau fraîche et me demande comment je vais. Pas de reproches, pas de remarques sur l'odeur, pas de soupirs agacés. Du respect. Colette a hoché la tête. C'est le minimum, René. Vous méritez ce respect. Depuis ce jour-là, Colette vient me voir tous les dimanches. Elle a même sympathisé avec les autres résidents. Marcel lui apprend à jouer au bridge. Simone lui montre ses ouvrages de couture. Robert lui raconte ses aventures de chauffeur-livreur dans les années 70. Nous formons une petite famille de substitution. Une famille choisie, basée sur l'affection et le respect mutuel, plutôt que sur les liens du sang. Mathieu, lui, continue à venir me voir tous les samedis. Il m'a même présenté sa copine, Amélie, une infirmière de son service. Une jeune femme charmante qui comprend parfaitement ma situation et qui traite ses patients âgés avec une tendresse que Nicolas n'a jamais su montrer à son père. Grand-père, m'a dit Mathieu la semaine dernière. Amélie et moi, on pense se marier l'année prochaine. C'est une excellente nouvelle, mon petit. Elle te rend heureux, très heureux. Et vous, grand-père, ça vous ferait plaisir de venir à notre mariage? Bien sûr, ce sera le plus beau jour de ma vie. Puis Mathieu a ajouté, plus doucement, « Papa aimerait bien être invité aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ?» J'ai réfléchi quelques secondes. Nicolas était le père de Mathieu. Malgré tout ce qui s'était passé, Mathieu avait le droit d'avoir ses 2 parents à son mariage. Tu peux inviter ton père, Mathieu, mais pas Valérie. Bien sûr que non. Papa et Valérie, c'est fini. Il a demandé le divorce le mois dernier. Nicolas avait fini par comprendre. Un peu tard, mais il avait compris. Il vit où maintenant? Il a loué un petit appartement près de son travail. Il vit seul. Il regrette énormément ce qui s'est passé, grand-père. Tant mieux. Les regrets,
c'est le début de la sagesse. Vous pensez que vous pourrez lui pardonner un jour? Je ne sais pas, Mathieu. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Je ne lui en veux plus, mais je n'ai pas envie de le revoir. Peut-être que ça changera avec le temps. 6 mois plus tard, nous y voici. Le mariage de Mathieu et Amélie était magnifique. Une cérémonie simple dans la mairie du 15e arrondissement, suivie d'un repas dans un petit restaurant de Belleville. J'étais assis à la table d'honneur, entre les parents d'Amélie et Colette. En face de moi, Nicolas. Nous nous sommes salués poliment, mais sans chaleur. Il avait effectivement maigri, et ses cheveux avaient blanchi. Le divorce, la culpabilité, la solitude l'avaient usé. Pendant le repas, nous avons échangé quelques mots. Rien d'important. La météo, la qualité du repas, les félicitations pour les mariés. Mais à un moment, pendant que Mathieu prononçait son discours de remerciement, j'ai vu Nicolas essuyer discrètement une larme. « Papa », il m'a dit tout bas. « Je suis désolé. Je sais, Nicolas. Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra... Je ne sais pas. Laissons faire le temps. » Ce n'était ni un pardon, ni un refus. C'était juste la reconnaissance que certaines blessures prennent du temps à cicatriser. À la fin de la soirée, quand Mathieu m'a raccompagné à la résidence, il m'a posé la question qui lui brûlait les lèvres depuis des heures. « Grand-père, vous pensez que papa a vraiment changé? Ton père a compris qu'il s'était trompé, c'est déjà un début. Vous croyez que vous accepterez de le revoir? Mathieu, ton père a choisi sa femme contre son père. Il a fallu que cette femme soit condamnée par un tribunal pour qu'il comprenne son erreur. Ça laisse des traces. Mais il était manipulé par Valérie, peut-être. Mais il était aussi lâche. Et la lâcheté, c'est plus difficile à pardonner que la manipulation. Nous sommes arrivés devant la résidence. Avant de descendre de voiture, Mathieu m'a serré dans ses bras. « Grand-père, merci. » « Merci pourquoi ? Merci de m'avoir appris à me battre pour ce qui est juste. Merci de m'avoir montré qu'on n'est jamais trop vieux pour reprendre sa vie en main. » Cette nuit-là, dans mon petit studio silencieux, j'ai repensé à tout ce chemin parcouru. Il y a 1 an, j'étais un vieillard humilié, maltraité, qui se laissait mourir à petit feu dans la chambre du fond d'un appartement où il n'était pas le bienvenu. Aujourd'hui, je suis un homme de 82 ans qui vit dans la dignité. J'ai retrouvé mon autonomie financière. J'ai retrouvé ma sécurité sanitaire. J'ai retrouvé le respect. Valérie a appris, grâce à la justice et à sa thérapie obligatoire, qu'on ne maltraite pas les personnes âgées impunément. Elle ne travaillera plus jamais auprès de seniors. Nicolas a appris qu'on ne peut pas fermer les yeux sur la maltraitance, même quand c'est sa femme qui en est l'auteur. Il vit maintenant seul avec ses remords. Et moi, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour dire non. Jamais trop tard pour se défendre. Jamais trop tard pour exiger le respect qu'on mérite. Demain matin, Madame Patel viendra comme d'habitude me donner mes médicaments avec le sourire. Je prendrai mon petit déjeuner en regardant le jardin par ma fenêtre. Puis j'irai jouer aux cartes avec Marcel, Simone et Robert dans le salon commun. Une vie simple, mais une vie digne. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ai-je eu raison de me battre? Ou aurais-je dû pardonner et oublier? Parfois, la justice, c'est froid, mais nécessaire. Parfois, il faut savoir dire non, même à sa propre famille. La dignité, ça n'a pas de prix. Et quand on jette les médicaments d'un vieux monsieur de 81 ans, on découvre parfois que ce vieux monsieur a encore de la ressource. Aujourd'hui, je dors en paix. Et ici, dans ma résidence, c'est moi qui commande. Et personne ne touchera plus jamais à ma petite boîte de médicaments.